Ah, les expressions françaises, on en connaît tous, on les utilise souvent. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on dit? Non, parce que, soyons honnêtes, 22, voilà les flics, c'est quand même pas exactement le genre de phrase qu'on sort dans un dîner mondain. Et pourtant, derrière ce petit cri d'alerte, un brin désuet se cache une sacrée histoire. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble, sans se faire coffrer. Promis. Bienvenue sur la chaîne de la langue française, la chaîne qui vous apprend à parler comme un vrai titi parisien, mais avec des références historiques en plus. Si vous aimez les expressions bizarres, les anecdotes croustillantes, et que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on dit qu'on a un chat dans la gorge, alors abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'on n'a pas encore trouvé d'expression pour dire « j'ai raté une super vidéo YouTube », mais ça ne saurait tarder. Alors, 22, voilà les flics, d'où ça sort? Est-ce que les policiers ont vraiment un numéro de maillot comme au foot? Ou est-ce qu'il s'agit d'un code secret réservé aux films de gangsters? Spoiler, c'est beaucoup plus amusant que ça. Remontons le temps, direction le Paris du 19e siècle, plus précisément dans les maisons closes. Oui, les bordels, on commence fort. À l'époque, ces établissements étaient, disons, plutôt bien fréquentés. On y allait pour se détendre, faire des rencontres, voire un peu plus si affinité, le tout dans un cadre feutré et tarifé. Et dans ces maisons-là, comme dans tout établissement qui se respecte, il y avait des règles. Notamment une règle d'or, ne pas se faire surprendre par les autorités, parce que même si c'était toléré, tout ça restait quand même un peu limite côté légalité. Alors les filles, les proxénètes, les clients, tout le monde devait rester sur le qui-vive. Et quoi de mieux qu'un code chiffré pour donner l'alerte? Le chiffre 22 était utilisé comme signal d'alerte discret. Dès que quelqu'un voyait des policiers approcher, il criait simplement « 22 », ce qui voulait dire « planquez-vous, les flics rappliquent ». Ensuite, par souci de clarté, on ajouta « voilà les flics » pour ceux qui avaient séché le code. Résultat, une phrase restée dans les mémoires, même longtemps après la disparition de ces établissements. Mais pourquoi 22? Pourquoi pas 17, qui est le numéro actuel de la police, ou 007, pour un style plus british? Eh bien, figurez-vous que l'origine du nombre reste floue. Certains disent que c'était un code désigné au hasard, d'autres avancent que 2 et 2 signifiaient qu'il fallait être 2 pour partir discrètement, ou que cela correspondait à l'heure approximative des descentes, 22 heures, le moment où tout le monde était bien chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est certain, c'est que l'expression s'est répandue bien au-delà des bordels, jusqu'à devenir une alerte générale dans le langage populaire. On l'entendait dans les bals populaires, dans les milieux louches, dans les vieux films, et même chez les gamins qui jouaient aux gendarmes et aux voleurs. Un cri du cœur, ou plutôt du fuyard. Aujourd'hui, on entend un peu moins cette expression. Elle a pris un petit coup de vieux, mais elle reste savoureuse, pleine de sous-entendus, et surtout, elle fait rire. Parce qu'imaginez un mec dans les années 30 qui hurle « 22 » en balançant un rideau pour cacher un piano à bretelles, ça a quand même un certain charme. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « 22, voilà les flics », vous saurez qu'il ne s'agit pas d'un tirage du loto, ni d'une consigne militaire, mais d'un pan entier de notre patrimoine linguistique. Un peu olé olé, certes, mais tellement savoureux. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a fait sourire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pépites de la langue française, et surtout à laisser un commentaire. Dites-moi, vous, quelle est l'expression française la plus étrange que vous avez entendue? J'ai hâte de vous lire. Allez, à très vite pour une nouvelle exploration de notre chère langue, entre finesse, folie et fantaisie, et en attendant, 22, voilà la fin de la vidéo. Imaginez la scène, on vous dit que vous avez été trié sur le volet. Ça sonne bien, non? On se sent presque spécial, comme si on venait d'être sélectionné pour intégrer une équipe secrète de super-héros. Mais attendez une seconde, qu'est-ce que ce fameux volet vient faire dans l'histoire? Est-ce qu'on parle d'un volet de fenêtre, d'un morceau de bois qui claque au vent? On est loin du glamour. Et pourtant, cette expression a une origine bien précise et, comme souvent en français, une histoire pleine de surprises. Aujourd'hui, dans la chaîne La Langue Française, on plonge dans les racines de cette petite formule qui, mine de rien, en dit long. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vous promets que vous ne verrez plus vos volets de la même façon. Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne qui décortique avec humour et curiosité toutes ces expressions que nous utilisons sans trop y penser. Ici, on explore le patrimoine vivant de notre langue, ses bizarreries, ses subtilités et ses origines parfois cocasses. Si vous aimez découvrir les coulisses des mots et des phrases, alors abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous dans cette grande aventure linguistique. Allez, entrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi dit-on « trier sur le volet » ? Tout d'abord, remettons les choses en place. Cette expression signifie qu'on a fait un choix extrêmement rigoureux, comme une sélection de haute précision. On ne prend pas n'importe qui, ni n'importe quoi, mais uniquement le meilleur. Bref, si vous êtes trié sur le volet, c'est que vous êtes dans l'élite du groupe. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Mais d'où vient cette métaphore du volet? Pour le comprendre, il faut remonter à la basse-cour. Oui, au monde des poules et des coqs. À l'origine, le mot volet ne désignait pas seulement ce qu'on accroche à une fenêtre,
Non, au Moyen Âge, le volet, c'était une sorte de filet utilisé par les éleveurs de volailles pour attraper leurs bêtes. Et quand on voulait sélectionner les plus beaux spécimens, ceux qui allaient servir à la reproduction ou au festin des grandes tablées, on les attrapait avec ce fameux filet. Autrement dit, les poules et les coqs choisis étaient littéralement triés sur le volet. Plutôt inattendu, non? Quand aujourd'hui on se vante d'avoir été trié sur le volet, on se retrouve en fait dans la peau d'une poule bien dodue, choisie pour impressionner le seigneur du coin. Pas forcément flatteur, mais au moins, ça a le mérite de replacer les choses dans leur contexte. Ce qui est amusant, c'est que l'expression a évolué au fil du temps. Le sens figuré a fini par l'emporter largement sur le sens concret. Plus personne ne pense à un filet à volaille en utilisant cette formule. Mais l'image est restée, être trié sur le volet, c'est être choisi avec soin, comme la crème de la crème, même si l'origine est un peu plumée. Alors me direz-vous, pourquoi ne pas dire simplement choisi avec soin? Parce qu'en français, on adore les images, les métaphores et les détours poétiques. C'est ce qui fait le charme de la langue. Une expression peut traverser les siècles, changer de sens et se retrouver dans nos conversations sans qu'on en connaisse l'origine. Et c'est exactement ce que nous faisons sur cette chaîne. Lever le voile, ou devrais-je dire le volet, sur ces histoires méconnues. D'ailleurs, réfléchissez-y. Combien de fois avons-nous entendu un patron dire que son équipe avait été triée sur le volet, ou un animateur TV annoncer que les candidats avaient été choisis sur le volet? On comprend tout de suite que ça doit être du haut niveau. Pourtant, dans notre tête, on n'imagine pas une seconde un fermier en train de courir derrière des poules avec un filet. Et pourtant, c'est bien de là que ça vient. Et si on élargit un peu, cette expression illustre parfaitement la richesse du français. Des mots du quotidien, parfois rustiques ou campagnards, finissent par devenir des images de prestige dans notre vocabulaire moderne. C'est comme si notre langue avait un immense placard dans lequel elle range des souvenirs de toutes les époques. Un jour, elle ressort un vieux mot, lui donne un nouveau costume, et hop, il entre dans nos conversations comme si de rien n'était. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous êtes trié sur le volet, vous saurez quoi répondre. Vous pourrez dire « Ah, donc tu me compares à une poule bien choisie pour un banquet médiéval ?» Effet garanti, et peut-être même un sourire en prime. Voilà, vous savez désormais que derrière cette expression flatteuse se cache une histoire de volaille, de filet et de sélection digne d'un marché médiéval. Comme quoi, chaque mot, chaque formule a un passé, parfois surprenant, parfois drôle, mais toujours révélateur de la culture qui l'a vu naître. Si ce genre de découverte vous plaît, pensez à vous abonner à la langue française. Ici, on continue à explorer ensemble les mystères et les trésors de notre vocabulaire. Et si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de trier sur le volet, laissez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle expression vous aimeriez que je décortique dans une prochaine vidéo. Car oui, la langue française est comme un grand banquet où chaque mot a sa place. Et vous, chers spectateurs, vous êtes triés sur le volet pour en faire partie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle expression à savourer ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand on dit de quelqu'un qu'il cuisine bien, on le compare à un cordon bleu? Non, mais sérieusement, un cordon, ça sert à attacher un rideau, et bleu, c'est une couleur. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec une blanquette de veau ou des petits choux à la crème? Installez-vous, on va lever le couvercle de cette casserole linguistique, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Bienvenue sur la chaîne de la langue française, la chaîne qui décortique pour vous les expressions, les mots et leurs histoires parfois plus épicées qu'un curry-taille. Si vous aimez enrichir votre vocabulaire et briller en société, abonnez-vous et activez la cloche, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et en plus, ça vous fera passer pour un vrai cordon bleu du langage. Alors, d'où nous vient cette fameuse expression? Comme souvent avec les expressions françaises, il faut remonter le temps. Direction le XVIe siècle, et même un peu avant. Le cordon bleu, à l'origine, n'a absolument rien à voir avec les fourneaux. C'était une distinction, un ruban de couleur bleue porté par les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, un ordre de chevalerie fondé par le roi Henri III en 1578. Porter ce cordon bleu, c'était être considéré comme un homme d'élite, une personne distinguée, un membre du gratin de la société. Déjà, vous voyez poindre le lien, l'excellence. Rien à voir avec la béchamel, du moins pas encore. Mais alors, comment est-on passé de l'élite chevaleresque à la poêlée de champignons? Eh bien, parce que le prestige s'est naturellement glissé dans un autre domaine, la gastronomie. En France, et ça ne surprendra personne, la table a toujours été un lieu de prestige, de démonstration sociale et de raffinement. Être un cordon bleu, à partir du XVIIIe siècle, a commencé à désigner quelqu'un qui excellait dans l'art culinaire. Petit à petit, l'expression a glissé de la noblesse des chevaliers à la noblesse des casseroles. Et finalement, qu'est-ce qui fait plus vibrer le cœur des Français? Manier une épée ou réussir une sauce hollandaise sans grumeaux? Je vous laisse réfléchir.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi un rapport avec une institution très connue, l'école de cuisine, le Cordon Bleu. Fondée en 1895 à Paris, cette prestigieuse école culinaire a popularisé et consacré l'usage moderne de l'expression. Les plus grands chefs du monde y ont été formés, et forcément, quand on en sortait, on méritait bien le titre de Cordon Bleu. Et si jamais vous vous demandiez, mais le fameux plat, le cordon bleu qu'on trouve dans les supermarchés, cette escalope panée garnie de jambon et de fromage, est-ce que ça vient de là? La réponse est oui, mais avec un petit détour. Le plat est né dans les années 1940 en Suisse, et son nom s'est inspiré de l'idée de prestige culinaire associée au terme. En gros, c'était un coup marketing avant l'heure. Et soyons honnêtes, entre un chevalier en armure et une escalope panée, c'est cette dernière qui a gagné dans les assiettes des enfants. Alors, pour résumer, être un cordon bleu, ce n'est pas seulement réussir un poulet rôti croustillant à souhait, c'est, à l'origine, une histoire de chevalier prestigieux, de ruban bleu porté fièrement, d'excellence reconnue par les rois, puis d'un glissement progressif vers ce qui fait battre le cœur de la culture française, la cuisine. Et aujourd'hui, si vous épatez vos amis en préparant un dîner digne d'un grand restaurant, on dira de vous que vous êtes un vrai cordon bleu. Et, soyons clairs, ça sonne tout de même mieux que « tu es un vrai cordon rouge » ou « un cordon vert ». Le bleu c'est chic, c'est noble et ça se retient. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous considérez comme un cordon bleu derrière les fourneaux? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à maîtriser la tarte tatin ou plutôt à rater des pâtes? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de voir si vous êtes plus chef étoilé ou expert du micro-ondes. Avant de conclure, si vous avez aimé cette petite plongée dans l'histoire des expressions, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos, et bien sûr, à liker et partager cette vidéo pour faire découvrir à vos amis l'origine de cette expression savoureuse. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on apprend. Alors, la prochaine fois qu'on vous traitera de cordon bleu, rappelez-vous que vous êtes dans la lignée des chevaliers les plus prestigieux du royaume, que vous incarnez l'excellence, et qu'en plus, vous avez peut-être un gratin dauphinois qui sort du four. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle expression française décortiquée avec humour et gourmandise. On a l'impression que vos organes internes se plaignent? Eh bien, figurez-vous qu'en français, on a trouvé une façon très imagée de le dire. Se mettre la rate au courbouillon. Oui, vous avez bien entendu, la rate. Au courbouillon. Avouez que rien qu'en entendant cette expression, on se demande qui a bien pu inventer ça. Et surtout, pourquoi avoir fait subir à ce pauvre organe un sort normalement réservé à une lotte ou à un crustacé? Restez avec moi, parce que dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire savoureuse, mais aussi un peu bizarre, de cette expression typiquement française. Et croyez-moi, vous allez adorer. Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne qui décortique vos expressions préférées, leur origine et leurs usages, toujours avec une bonne dose d'humour. Si vous aimez apprendre en rigolant, alors abonnez-vous et activez la cloche, parce que ça, je vous le promets, ça ne vous mettra pas la rate au courbouillon. Alors, d'où ça vient? Pour commencer, la rate est un organe dont, soyons honnêtes, peu de gens connaissent la fonction exacte. On sait vaguement que ça filtre le sang, que ça participe au système immunitaire, mais dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt un organe mystérieux, comme la pièce oubliée d'un puzzle. Pourtant, depuis des siècles, on associe la rate aux émotions. Au Moyen-Âge, on pensait même que c'était elle qui produisait la mélancolie. Oui, rien que ça. Alors forcément, quand vous êtes stressé ou inquiet, on dit que vous vous mettez la rate au courbouillon. Mais pourquoi le courbouillon? Bonne question. Imaginez votre rate plongée dans une casserole d'eau qui frémit, assaisonnée de carottes, d'oignons et de thym. Forcément, ce n'est pas très confortable. Cette image culinaire est une métaphore pour exprimer une agitation excessive, un tourment intérieur, comme si vos émotions bouillonnaient. C'est une manière humoristique, mais aussi très parlante, de dire qu'on se fait du mauvais sang. Transition toute trouvée. Faire du mauvais sang, justement, est une expression cousine de celle qui nous intéresse. Les deux veulent dire la même chose, se faire du souci. Mais se mettre la rate au courbouillon a ce petit côté populaire, imagé, qui fait tout son charme. Et entre nous, ça donne aussi une petite touche gastronomique. Comme quoi, même dans les expressions, les Français ne peuvent pas s'empêcher de parler cuisine. Alors, d'où vient exactement cette expression? On la retrouve dès le 19e siècle, dans le langage familier. C'était une façon de tourner en dérision les gens qui s'angoissent pour un rien. Plutôt que de dire « il est stressé », on disait « il se met la rate au courbouillon ». L'idée, c'était un peu de moquer cette tendance à dramatiser. Parce que oui, dans le fond, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre dans des états pareils. D'ailleurs, petit conseil de vocabulaire pratique. Si vous voulez briller dans une conversation, lâchez cette expression à la place d'un banal « je stresse ». Exemple, demain j'ai un entretien, je me mets la rate au courbouillon. Succès garanti, enfin, succès linguistique, parce que pour l'entretien, ça dépendra de vous.
Maintenant, soyons clairs. On n'a jamais vraiment mis une rate dans une casserole. C'est purement métaphorique. Mais la force de l'expression vient justement de cette image absurde. Elle traduit parfaitement ce sentiment qu'on connaît tous. Quand on se laisse submerger par l'angoisse, tout bouillonne à l'intérieur, comme dans une marmite. Alors, morale de l'histoire, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour des petites choses. Réservez vos casseroles pour un bon plat de pâtes ou un pot-au-feu, c'est bien plus savoureux. Avant de conclure, un petit rappel. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou simplement fait sourire, abonnez-vous à la chaîne La Langue Française. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis. Après tout, ça ne mange pas de pain. Et surtout, ça ne vous mettra pas la rate au courbouillon. Voilà, vous savez désormais tout sur cette drôle d'expression. Et souvenez-vous, la langue française, c'est un vrai festin d'images et d'histoires, alors autant en profiter. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mots et des expressions qui pimentent notre quotidien. Vous est-il déjà arrivé de rentrer d'une journée épuisante, de vous laisser tomber sur le canapé et de dire « Là, je suis au bout du rouleau » ? Et à ce moment précis, quelqu'un dans la pièce vous regarde avec un petit sourire moqueur, comme pour dire « Eh bien, t'avais qu'à en acheter un nouveau ». Rassurez-vous, cette expression n'a rien à voir avec votre stock de papier toilette, enfin, sauf si c'est vraiment la fin du rouleau dans les toilettes, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va remonter le fil, ou devrais-je dire le rouleau, pour découvrir d'où vient cette expression qu'on utilise quand on n'en peut plus. Vous êtes sur la chaîne de la langue française, le rendez-vous où les mots parlent, les expressions prennent vie, et où on s'amuse à décortiquer la langue comme un bon croissant le dimanche matin. Si vous aimez découvrir l'origine des expressions, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un pouce bleu. Ça ne coûte rien et, promis, ça me met toujours de bonne humeur, contrairement à la fin de mon rouleau de scotch en plein bricolage. Alors, être au bout du rouleau, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tout le monde comprend que ça signifie être épuisé, ne plus avoir d'énergie, mais à l'origine, ça ne parlait pas du tout de fatigue. Pour comprendre, il faut remonter à une époque où le tissu n'était pas vendu au mètre dans un magasin self-service. À l'époque, les marchands de textiles avaient des rouleaux de tissu qu'ils déroulaient pour couper la longueur demandée par le client. Et quand on arrivait au bout du rouleau, eh bien, il n'y avait plus rien à vendre. C'était littéralement la fin du stock. Donc, être au bout du rouleau signifiait initialement ne plus avoir de ressources, être à court de quelque chose. Petit à petit, la langue a glissé et cette pénurie matérielle s'est transformée en pénurie d'énergie. Parce qu'au fond, être complètement fatigué, c'est un peu comme un marchand sans tissu. On n'a plus rien à offrir. Mais attendez, il y a une autre piste historique. Au XIXe siècle, l'expression apparaît aussi dans le monde de l'imprimerie. Les imprimeurs utilisaient du papier en grands rouleaux et lorsqu'ils arrivaient à la fin, la machine devait s'arrêter. Là encore, impossible de continuer sans matière première. Et vous savez quoi? Que ce soit le tissu ou le papier, l'idée est la même. Quand il n'y a plus de rouleau, il n'y a plus d'action. À partir du XXe siècle, les écrivains et journalistes s'emparent de l'expression et l'utilisent de façon figurée pour parler des gens à bout, moralement ou physiquement. Et c'est là que notre sens moderne s'installe. Aujourd'hui, être au bout du rouleau, c'est être épuisé, à court d'énergie, prêt à craquer. Bref, plus de jus, plus de batterie, plus rien dans le réservoir, un peu comme votre téléphone à 1% quand vous n'avez pas votre chargeur sous la main. Alors, la prochaine fois que vous direz « je suis au bout du rouleau », souvenez-vous qu'il y a, derrière cette image, tout un héritage textile et industriel. Et que finalement, vous êtes un peu comme un vieux rouleau de tissu, usé, fatigué, mais toujours utile. Et avant qu'on arrive, nous aussi, au bout de cette vidéo, petit rappel, si ce genre d'histoire sur nos expressions vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et partagez cette vidéo avec un ami qui est souvent au bout du rouleau. Histoire qu'il sache au moins d'où ça vient. Et si vous avez d'autres expressions dont vous voulez connaître l'origine, dites-le en commentaire, je me ferai un plaisir de dérouler le fil jusqu'au bout. Voilà, maintenant vous savez tout sur être au bout du rouleau. Et moi, après ce tournage, je crois que j'arrive doucement au bout du mien. Vous connaissez forcément quelqu'un qui vous énerve, mais alors vraiment, qui vous tape sur les nerfs au point que vous n'en pouvez plus. Ça peut être ce collègue qui mâche bruyamment son chewing-gum, ce voisin qui perce des trous dans son mur un dimanche matin à 8 h, ou ce pote qui vous raconte toujours la même blague pour la 100e fois. Eh bien, en français, on a une petite formule savoureuse pour ça. Tu commences sérieusement à me courir sur le haricot. Mais alors, pourquoi un haricot? Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre légume? Aujourd'hui, on va remonter à l'origine de cette drôle d'expression. Bienvenue sur la chaîne La Langue Française, la chaîne qui vous fait découvrir les secrets des mots avec un sourire au coin des lèvres. Alors si vous aimez la langue française, ses bizarreries et ses pépites, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, parce que croyez-moi, ici, vous n'allez pas courir sur le haricot de personne. Alors, d'où ça vient? Spoiler,
Cette expression n'a rien à voir avec votre dernier cassoulet. L'explication est beaucoup plus subtile. En argot, au XIXe siècle, le mot haricot désignait la tête. Oui, oui, votre caboche, votre crâne, votre boîte à idées. Dire que quelque chose vous court sur le haricot, ça voulait dire que ça vous trottait dans la tête au point de devenir agaçant, insupportable, comme une mouche qui bourdonne sans arrêt autour de vos oreilles. Bref, ça vous tape sur le système, mais ce n'est pas tout. Certains linguistes estiment aussi que haricot faisait référence à une partie du corps plus délicate. Et oui, un euphémisme, disons. Un endroit où il vaut mieux éviter qu'on vienne vous marcher dessus. Ça expliquerait encore mieux pourquoi c'est si agaçant quand on vous court sur le haricot. Rien que d'y penser, ça donne des frissons, pas vrai? Et avouons-le, l'image est géniale, parce que bon, si je vous disais « tu me cours sur la betterave » ou « tu me cours sur la courgette », ça sonnerait bizarre. Le haricot, lui, a ce côté tout petit, tout fragile, qui rend l'expression à la fois drôle et piquante. Imaginez la scène, vous êtes dans le métro, un inconnu passe son temps à coller son téléphone sous vos yeux. Vous pourriez soupirer, vous énerver, ou simplement lancer un « mais tu ne voudrais pas arrêter de me courir sur le haricot, là ?» Et bam, non seulement vous sortez une expression vieille comme le monde, mais en plus, vous le faites avec classe. Et comme souvent avec la langue française, c'est aussi une affaire de poésie. Parce que dire « tu m'énerves » ou « tu me saoules », c'est direct, c'est clair, mais ça n'a pas le charme de « tu me cours sur le haricot ». C'est imagé, c'est drôle, et ça pique juste assez pour faire comprendre le message sans forcément être agressif. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous tape sérieusement sur le système, n'hésitez pas. Servez-lui ce petit bijou de notre vocabulaire. Et je vous le garantis, la personne en face ne saura peut-être même pas quoi répondre. Parce que entre nous, combien de gens connaissent vraiment l'origine de cette expression? Maintenant, vous la connaissez. Et si vous aimez découvrir ce genre d'histoire, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu pour soutenir le travail et surtout, partagez la vidéo. Parce que plus on est nombreux à connaître nos expressions, moins elles risquent de disparaître. Et puis, ça nous évite de courir tous sur le haricot les uns des autres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qui, dans votre entourage, vous court le plus sur le haricot? Je parie que vous avez au moins un nom en tête, et j'ai hâte de lire vos réponses. Alors voilà, vous savez désormais que courir sur le haricot, ce n'est pas une recette de grand-mère, ni une nouvelle discipline sportive, mais bien une façon imagée de dire que quelque chose ou quelqu'un vous énerve au plus haut point. Comme quoi, même nos légumes ont leur place dans la poésie quotidienne de la langue française. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et surtout, ne changez pas. Occupez-vous de vos haricots, sans courir sur ceux des autres. À très bientôt pour une nouvelle plongée pleine d'humour dans les mystères de notre langue. Vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui se mêle un peu trop de votre vie? Vous savez, ce voisin qui vous demande pourquoi vous avez encore commandé 3 pizzas dans la semaine? Ou cette tante qui s'intéresse de très près à vos histoires de cœur? Eh bien là, c'est le moment rêvé pour sortir une petite expression bien de chez nous. Occupe-toi de tes oignons. Mais pourquoi des oignons et pas des carottes, des patates ou des fraises? Aujourd'hui, on va plonger dans l'origine de cette drôle d'expression, et je vous promets qu'à la fin, vous ne la verrez plus jamais de la même manière. Bienvenue sur la chaîne La Langue Française, la chaîne qui aime décortiquer les mots comme on épluche un oignon, couche après couche. Alors si vous aimez les expressions qui piquent un peu les yeux mais qui font sourire, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, parce que, croyez-moi, ici, on s'occupe de nos oignons, mais surtout des vôtres. Alors, d'où ça nous vient, cette histoire d'oignons? Il faut remonter au Moyen-Âge, une époque où les oignons étaient partout. On les cultivait dans les potagers, on les utilisait en cuisine, et surtout, ils symbolisaient ce qu'on possédait de plus personnel, son petit jardin, son terrain, ses affaires à soi. À l'époque, on disait ses oignons pour désigner son domaine privé, son lopin de terre, bref, ce qui ne regardait que vous. Donc, quand quelqu'un vous dit aujourd'hui, occupe-toi de tes oignons, il ne vous invite pas à devenir maraîcher, il vous dit simplement de vous concentrer sur vos affaires et d'arrêter de mettre le nez dans celles des autres. Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi l'oignon et pas un autre légume. Eh bien parce que l'oignon, c'était le légume du quotidien. Tout le monde en avait dans son potager. La carotte, à l'époque, était encore assez rare, la pomme de terre n'avait pas encore traversé l'Atlantique, et le chou, lui, était déjà pris dans d'autres expressions. L'oignon, lui, avait ce côté simple, universel et accessible. En gros, s'occuper de ses oignons, c'était s'occuper de ce que tout le monde avait, de son petit jardin de base, et donc rester à sa place. Voilà pourquoi l'oignon a gagné la course et est devenu une star de notre vocabulaire. Et avouez quand même que ça sonne mieux. Imaginez si on disait « occupe-toi de tes poireaux » ou « occupe-toi de tes navets ». Tout de suite, ça perd en efficacité, non? L'oignon a un petit côté piquant qui colle parfaitement à l'idée de remettre quelqu'un à sa place avec humour. Et puis, soyons honnêtes, c'est une expression qui fait sourire même quand on se fait envoyer balader.
Alors, comment utiliser cette merveille de la langue française? Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement en train de scroller sur votre téléphone et quelqu'un derrière vous jette un œil par-dessus votre épaule. Vous pourriez lui dire gentiment « Excuse-moi, c'est privé ». Mais c'est tellement plus savoureux de lancer un « Et si tu t'occupais de tes oignons ?» Et bam, effet garanti, vous passez pour quelqu'un de drôle tout en rappelant vos limites. Et vous savez quoi? Cette expression marche encore mieux aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Dans un monde où tout le monde a tendance à se mêler de tout, réseaux sociaux, commentaires, avis sur tout et n'importe quoi, occupe-toi de tes oignons est plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, vous pouvez tester, la prochaine fois qu'on vous critique sur vos goûts musicaux, sur vos séries préférées ou même sur votre façon de cuisiner les pâtes, balancez un petit « occupe-toi de tes oignons ». C'est court, c'est clair et ça en dit long. Et justement, puisque vous êtes ici, laissez-moi m'occuper un peu de vos oignons, enfin de vos clics. Si vous aimez découvrir l'histoire des expressions françaises, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. Parce que plus on est de fous, plus on rit et plus on a d'oignons à gérer. Et si vous avez déjà utilisé cette expression dans une situation un peu drôle, racontez-la en commentaire, je suis sûr qu'on va bien rigoler en lisant vos anecdotes. Alors voilà, vous savez maintenant que s'occuper de ces oignons, ce n'est pas une leçon de cuisine, mais plutôt un rappel à l'ordre venu tout droit du Moyen-Âge. Comme quoi, nos ancêtres savaient déjà remettre les curieux à leur place, avec humour et un brin de poésie. Et si on arrêtait de trop se mêler de la vie des autres pour cultiver un peu plus la nôtre? Après tout, on a tous nos propres oignons à arroser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour découvrir ensemble d'autres expressions qui donnent du goût à la langue française. En attendant, je vous laisse et je retourne m'occuper de mes oignons. Salut à toi, cher curieux des mots, c'est Philippe, et si tu es ici, c'est que les bizarreries de la langue française t'amusent autant que moi. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir une expression savoureuse, mythologique et, un brin arrogante, se croire sortie de la cuisse de Jupiter. Tu l'as sûrement entendu à l'école, au bureau ou dans les repas de famille. Oh lui, il se prend pour je ne sais qui, il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Et là, si tu ne connais pas l'expression, tu t'imagines peut-être un mec jaillissant d'un dieu antique comme d'une boîte de conserve. Mais tu vas voir, il y a une vraie histoire derrière cette formule gonflée d'orgueil. Commençons par le sens. Quand on dit que quelqu'un se croit sorti de la cuisse de Jupiter, on veut dire qu'il a une haute opinion de lui-même, qu'il se pense supérieur, presque d'essence divine. C'est un bon moyen de se moquer de ceux qui se la racontent un peu trop. Mais pourquoi la cuisse? Pourquoi Jupiter? Et pourquoi pas l'épaule d'Hercule ou le nombril de Neptune, tant qu'on y est? Pour ça, direction la mythologie romaine et un détour par la Grèce. Jupiter, c'est l'équivalent romain de Zeus, le roi des dieux. Dans la mythologie, Jupiter-Zeus tombe follement amoureux de Sémélé, une mortelle. Un amour brûlant, au sens littéral, car il finit par la foudroyer par accident, ambiance romantique. Mais avant ça, Sémélé est enceinte de lui. Pour sauver l'enfant, Jupiter extrait le fœtus de son ventre en feu et le coude dans sa propre cuisse. Oui, sa cuisse. C'est donc là que naît Dionysos, dieu du vin, de la fête et des dérapages du samedi soir. L'expression « être sorti de la cuisse de Jupiter » vient donc de cette naissance divine et hors norme. Dire de quelqu'un qu'il se croit sorti de la cuisse de Jupiter, c'est pointer du doigt son complexe de supériorité. Il se voit comme un être exceptionnel, au-dessus du lot, avec un ego aussi large que le Panthéon romain. Mais attention, ce n'est pas forcément un compliment. Cette expression est souvent utilisée de façon moqueuse, un peu comme un doucement les violons, adressé à celui qui se prend pour un génie incompris alors qu'il a juste gagné au trivial poursuit. Ce qui est fascinant, c'est que cette image, vieille de plusieurs millénaires, a survécu dans le langage courant comme une manière élégante, ou perfide, de remettre les prétentieux à leur place. Et tu veux une anecdote sympa? L'expression a souvent été utilisée en politique pour parler de personnalités qui se sentent investies d'une mission divine. Les chroniqueurs satiriques adorent ça, parce qu'au fond, qu'on parle de Jupiter ou d'un simple humain, les chevilles qui enflent, ça reste un sport national. Et voilà, maintenant, la prochaine fois que tu entendras cette expression, tu pourras briller en société. Tu sais que ça vient de la mythologie grecque, hein? C'est un petit plaisir qui ne coûte rien, et qui cloue parfois le bec au plus sûr d'eux. Alors si tu as aimé ce voyage au cœur des mots et des dieux, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et comme on dit, si tu ne veux pas passer pour quelqu'un sorti de la cuisse de Jupiter, garde ton humilité et ta curiosité bien affûtée. À très vite pour une nouvelle plongée dans les secrets de notre chère langue française.